Pestirif, donc du coup, c'était suite à des réunions pendant, on va dire, un peu plus d'un an pour déterminer un peu le protocole. La commande des ministères, c'était de faire une étude pour mieux comprendre l'exposition des riverains en France. Et puis, il a été décidé dans un premier temps de se concentrer sur la vigne pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'il y avait eu des alertes en milieu viticole avec des clusters de cas de cancer pédiatrique. L'enfant, il découvre son environnement en mettant tout ce qui est possible à la bouche, etc. Il est à quatre pattes, il crapahute, de tout jeune enfant. Et puis même quand il marche, il est quand même beaucoup plus près du sol et il se met beaucoup plus souvent au sol que les adultes. Donc oui, toutes ces problématiques-là, elles ont été étudiées depuis très longtemps, et notamment avec des chercheurs qui étudiaient le saturnisme et l'exposition au plomb au départ. C'est une vraie préoccupation de protéger les populations les plus vulnérables, donc les enfants. Bienvenue dans la Huppe ébouriffée. Ici, on vous emmène à la découverte des enjeux écologiques de notre région, la Nouvelle-Aquitaine. 12 000 tonnes, c'est la quantité de pesticides achetés chaque année en Nouvelle-Aquitaine. Des molécules que l'on retrouve dans l'air, l'eau, les sols et désormais dans les cheveux des enfants riverains des cultures. Mais que sait-on vraiment de la présence de ces molécules? Quels effets sur la santé des populations qui vivent à proximité des zones agricoles? Et surtout, comment accompagner une transition qui concerne tout le monde, agriculteurs, pouvoirs publics, mais aussi consommateurs? Pour y voir plus clair, nous avons rencontré Guylaine Bouvier, chercheuse spécialiste des liens entre santé humaine et environnement. Nous avons fait le point avec elle pour comprendre ce que disent les études régionales aujourd'hui. Bonjour Guylaine Bouvier, pouvez-vous vous présenter en quelques phrases s'il vous plaît? Bonjour, je m'appelle Guylaine Bouvier, je suis maître de conférence à l'Université de Bordeaux, pharmacien de formation originale et aujourd'hui j'enseigne sur les liens entre la santé humaine et l'environnement. Voilà, c'est ma thématique et d'enseignement et de recherche et avec une coloration particulière sur l'exposition aux pesticides. Alors justement, première question très simple de définition, qu'est-ce qu'un pesticide? Alors un pesticide, c'est une définition, on va dire, du langage courant. Ça vient de l'anglais peste qui veut dire nuisible. Et donc pesticide, c'est qui tue les nuisibles. Voilà, donc cide, de toute façon dans tous les mots vous avez cide, homicide, c'est qui tue un être humain. Donc pesticide, c'est qui tue les nuisibles. Voilà. Donc c'est une définition extrêmement vaste, c'est vraiment un mot générique, on va dire. Et derrière, on a des définitions réglementaires selon les usages pour lesquels on va pouvoir utiliser ces molécules. Et donc ces molécules, quand on les applique donc sur les cultures, comment ça fonctionne en fait? Oui, alors du coup, ça c'est les produits qu'on va utiliser en agriculture, donc c'est effectivement... ça rentre dans le champ de cette grosse dénomination qu'on appelle les pesticides. Et en fait, on va avoir plusieurs cibles potentielles. Donc on a déjà le grand groupe des désherbants, qu'on appelle aussi les herbicides. Et là, c'est des molécules chimiques qui sont donc destinées à tuer ce qu'on appelle les mauvaises herbes, les adventices, et ou à réguler la croissance de la culture elle-même qui nous intéresse. Voilà, donc là, on a plein de familles chimiques de molécules qui vont avoir cette action herbicide ou désherbante. Donc un qu'on connaît tous, c'est le glyphosate qui était présent dans le Roundup, mais il y en a énormément. Et après, il y a les insecticides, voilà. les fongicides... Et donc après, si on veut lutter contre les insectes qui viennent ravager les cultures, on va donc utiliser des molécules insecticides. Et ce qu'on appelle les fongicides, c'est pareil, c'est un grand groupe qui regroupe toutes les substances qui vont lutter contre les champignons. Fongicides, c'est qui lutte contre les champignons. Mais les maladies en général, ça peut être aussi des bactéries ou des virus qui vont attaquer les cultures. Et donc, toutes ces substances qui vont traiter les maladies de la plante, c'est le groupe des fongicides. Et celui qu'on connaît le mieux ici, c'est le mildiou, par exemple? Le mildiou, l'oïdium, oui. Oui, tout à fait. Mildiou, oïdium, qui font partie de ces maladies fongiques, oui, tout à fait. Et est-ce qu'on a une idée, je pense que vous connaissez la réponse, mais du nombre de pesticides qui sont autorisés en France? Alors ça évolue constamment, puisqu'en fait c'est une réglementation européenne aujourd'hui. Et donc la liste évolue régulièrement en fonction des nouvelles molécules pour lesquelles il y a une demande d'autorisation qui est faite, d'homologation.
Et puis des molécules qui sont abandonnées, soit parce que plus personne présente de dossier les concernant, soit parce qu'elles sont considérées comme trop dangereuses, soit pour l'environnement, soit pour la santé humaine ou animale, et donc c'est des molécules qui sont retirées. Voilà, donc ça évolue constamment. Là, aujourd'hui, je ne saurais pas vous dire, mais on va dire qu'en général, on est autour de un peu moins de 300 molécules. Dernièrement, on était sur ces chiffres-là à peu près. Et en général, ça augmente, ça fluctue tout le temps oui, ça fluctue. On va plutôt vers une baisse aujourd'hui, puisque les dossiers sont de plus en plus exigeants. Donc les très vieilles molécules qui parfois peuvent être inoffensives, si elles sont plus soutenues par personne et que plus personne présente de dossier avec les études à jour, et ces molécules vont être abandonnées. Donc on va plutôt vers une baisse au vu de la complexité des dossiers de demande d'homologation. Et dans le terme pesticide, on disait ça regroupe beaucoup de molécules, mais il y a aussi une différence qui est faite entre pesticides de synthèse et pesticides naturels, utilisés notamment dans l'agriculture biologique. Oui. C'est quoi la grosse différence entre ces deux familles? Alors la grosse différence, elle vient de l'origine, uniquement. Un pesticide naturel, c'est une substance chimique qu'on retrouve dans des plantes ou dans des êtres vivants en général, et qui est destiné à se défendre contre un agresseur. Voilà. Donc l'exemple qu'on prend souvent, c'est la famille des pyrètres, qui viennent des plantes du même nom, les pyrètres, donc chrysanthème, marguerite, etc. Et donc en fait, la première utilisation qu'on en a faite, c'est de la plante séchée et réduite en poudre, et qu'on épandait sur les cultures qu'on voulait protéger. Le problème de cette pyrétrine naturelle, puisque c'est la substance extraite du pyrètre, des pyrètres. Ces pyrétrines naturelles, elles sont extrêmement labiles. Dès qu'il pleut, elles sont lessivées, détruites, elles sont extrêmement peu résistantes dans l'environnement. Donc on est obligé d'en remettre extrêmement souvent. Derrière, donc c'est pour ça que je prends cet exemple-là, donc derrière on a essayé de comprendre ce qui faisait que cette molécule était intéressante, donc sa structure chimique, et au laboratoire on a créé une famille qui s'appelle les pyrétrinoïdes, donc issues de la pyrétrine, et ces pyrétrinoïdes, ils ont des atomes de chlore notamment, qui les rendent extrêmement résistants dans l'environnement, et qui permettent de limiter les passages et les traitements. Et la différence avec les molécules de synthèse, c'est qu'elles sont mieux assimilées par la nature, donc du coup elles se dégrègent plus facilement. Potentiellement, je ne les connais pas toutes, mais les substances naturelles en général, elles sont du coup beaucoup plus rapidement dégradées, dégradables, lessivées, etc. Donc c'est une partie de leur intérêt, mais en même temps c'est justement pour ça que derrière la chimie de synthèse a essayé d'élaborer des molécules beaucoup plus résistantes, beaucoup plus solides, pour que le traitement soit plus efficace et qui dure dans le temps. Après, au niveau toxicité, par contre, on peut avoir des molécules d'origine naturelle extrêmement toxiques. Voilà, on va prendre l'exemple de la toxine botulique, qui est à l'heure actuelle la substance chimique la plus dangereuse qu'on connaisse. La plus toxique qu'on connaisse, puisqu'il suffit d'une quantité vraiment infinitésimale pour tuer un être vivant, quoi. Donc voilà, et ça, il n'y a rien de plus naturel. Donc en fait, le côté d'origine naturelle ou d'origine de synthèse ne dit rien sur la toxicité de la substance. Et justement, on parle beaucoup du soufre, du cuivre. Alors ça, c'est des substances qui sont plutôt utilisées en agriculture biologique. Oui. Qui ont aussi En fait, le soufre et le cuivre sont donc des fongicides qui aident à lutter contre les maladies, notamment les maladies fongiques, qui sont très utilisés aussi en conventionnel. C'est pas du tout cantonné à l'agriculture bio. Et c'est ce qu'on appelle des fongicides inorganiques. C'est-à-dire qu'ils ne viennent pas de la chimie de synthèse. Le soufre et le cuivre, c'est présent dans les roches, dans les sols, etc. Donc le cuivre, c'est surtout sous forme de bouillie bordelaise, donc de sulfate de cuivre qu'il est utilisé. Et le soufre, c'est le soufre à l'état natif, sous forme de poudre. La problématique du soufre et du cuivre, c'est principalement, mais je ne vais pas dire que, mais aujourd'hui on a surtout une problématique de concentration dans les sols, avec de très fortes quantités retrouvées dans les sols, avec des sols qui du coup sont
sont perturbés, hein, la vie des sols qui est perturbée par ces fortes concentrations de cuivre, notamment de cuivre. Le soufre, ça va être plus dans l'air. Et puis, des problèmes de phytotoxicité, c'est-à-dire qu'ils deviennent à forte dose toxiques pour les plantes elles-mêmes, donc notamment les plantes qu'on voudrait cultiver. Voilà. Donc ça, c'est les principales problématiques qu'on a aujourd'hui sur ces fongicides inorganiques qui sont effectivement utilisés à des quantités très, très, très importantes. C'est la dose efficace n'est pas du tout la même que pour des pesticides de synthèse. On va être à des niveaux en concentration, en quantité, en poids qui va être utilisé sur une parcelle beaucoup plus importante. Mais par contre, voilà, les pesticides de synthèse, c'est qu'ils ont un pouvoir de rémanence dans l'environnement. L'idée, c'est qu'ils soient un petit peu rémanents. Alors, pas trop. Hein. Aujourd'hui, on fait en sorte... On essaye d'inciter les industries qui produisent des pesticides à produire les molécules les plus efficaces possibles, qui persistent un peu, mais pas trop dans l'environnement, et qui ne viennent pas contaminer les sols, les ressources en eau, et notamment les ressources profondes, etc. Et c'est là qu'on voit qu'en fait, c'est là qu'est toute la difficulté, finalement. Oui. Si je reprends l'exemple du glyphosate, c'était une molécule qui avait été... herbicide systémique, qui n'est pas sélectif et qui va vraiment s'attaquer à tout, extrêmement efficace, et puis avec des études en laboratoire qui montraient peu de préoccupations sur une éventuelle accumulation dans les sols, potentiel de contamination des ressources en eau, non, il va être dégradé, etc. Et au final, au vu des usages, parce qu'en fait c'est ça la différence entre le laboratoire et le terrain, c'est si la molécule a beaucoup de succès, on va voir des choses apparaître qu'on n'avait pas vues au laboratoire. Et c'est ce qui s'est passé avec le glyphosate. Au final, on a vu qu'il contaminait tout partout. Certainement lié moins à ses caractéristiques physico-chimiques qu'au fait qu'il a été utilisé à des quantités pharaoniques, et puis pour des tas et des tas d'usages prévus, non prévus, enfin voilà quoi. En domestique, comme en milieu agricole, comme en milieu professionnel hors agricole, enfin partout. Et oui, parce qu'en fait, même les particuliers pouvaient l'utiliser dans Oui, au début, oui, c'était vraiment tout le monde, voilà. Donc c'était le fameux Roundup qu'on pouvait acheter au magasin du coin. Ouais. Et alors, on parle aussi souvent de métabolites quand on évoque les pesticides de synthèse. Qu'est-ce que c'est exactement ? Alors, un métabolite, c'est une substance qui va être produite soit dans l'environnement, soit dans un organisme vivant. Nous, par exemple, on va métaboliser ce qu'on mange et les médicaments qu'on prend et les substances chimiques auxquelles on est exposé. On va produire, nous, des métabolites. Mais il y a des métabolites, alors pas forcément les mêmes, ça peut être d'autres formes, qui vont aussi être produites dans l'environnement, c'est-à-dire sous l'effet des rayons solaires, sous l'effet de l'eau. C'est une simple hydrolyse qui va casser une molécule en plusieurs petits bouts. Donc il y a l'action du soleil, des rayonnements solaires, l'action de l'eau et l'action des micro-organismes qui vont être présents dans les sols, par exemple. Voilà. C'est-à-dire que le pesticide, en fait, il va être dégradé. On le répand sous une certaine forme. Oui. Et quand il se métabolise, il se transforme en d'autres molécules. Il est métabolisé, en fait, soit par des conditions météorologiques, soit par des organismes vivants qui vont le dégrader en autre chose. Et ça, par contre, on a une idée du nombre de métabolites Oui, alors on découvre au fur et à mesure aussi, en faisant des analyses, etc. Donc on a une idée au départ, évidemment, quand la molécule elle est synthétisée et étudiée pour devenir un pesticide, on a une petite idée de en quoi elle peut se dégrader. Et puis après, c'est vraiment les études sur le terrain qui vont montrer la prédominance de tel ou tel métabolite par rapport à telle et telle condition. Chez l'homme, ça va être tel métabolite, et puis chez la souris, ça sera un autre métabolite. Enfin voilà, il y a plein de choses qui peuvent être différentes ou pas. Il y a des molécules qui se dégradent toujours de la même façon et d'autres qui vont se dégrader de façon très différente selon les conditions de l'environnement dans lequel elles sont, quoi. Et on a une idée, par exemple, un seul pesticide, en combien de métabolites il se dégrade ? Non, il n'y a pas de généralité en tout cas. C'est des substances chimiques très différentes les unes des autres. Et donc, souvent, on parle du métabolite principal, qui est celui qu'on retrouve le plus fréquemment. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres qui sont à des quantités beaucoup plus subtiles, beaucoup plus faibles et qu'on ne retrouve pas partout, quoi. Voilà. Et ces métabolites-là, ils ont des effets sur la santé ? Alors, ils peuvent.
Donc en général, quand l'organisme humain, on va prendre notre exemple à nous, quand on métabolise des substances, l'idée c'est de pouvoir les éliminer plus facilement. C'est ce qu'on fait avec l'alcool par exemple. L'alcool on le métabolise puisque c'est toxique pour l'organisme. Donc le foie va métaboliser l'alcool pour essayer de s'en débarrasser. L'idée c'est de s'en débarrasser soit via les sels, donc ça c'est pour les molécules les plus lipophiles, c'est-à-dire qui ont tendance plutôt à être compatibles avec les graisses. Et puis les molécules les plus hydrophiles, qui sont plutôt compatibles avec l'eau, on va avoir tendance à les éliminer dans les urines. Voilà. Donc l'idée à la base, globalement, du métabolite, c'est plutôt cette idée d'élimination plus facile, de détoxification aussi. Le foie est un gros détoxifiant dans notre organisme. Et puis malheureusement, parfois, les métabolites créés peuvent être plus réactifs. Donc ils vont se combiner avec d'autres ou ils vont aller attaquer différents organes et tout ça parce qu'ils sont plus réactifs que la molécule de départ. Mais ça, c'est pas forcément... c'est pas systématique, quoi. C'est vraiment molécule par molécule qu'on va découvrir que certains métabolites peuvent être aussi embêtants, voire plus embêtants que la molécule mère. Voilà. Et ça, dans les études, j'imagine que quand ils font les fabricants de pesticides, est-ce qu'ils ont pris conscience de la création de ces métabolites quand ils créent des molécules ou pas? Est-ce qu'ils le prennent en compte dans leur... Excellente question. Je pense que ça dépend, à chaque fois, c'est toujours pareil, au moment où on développe la molécule, des connaissances qu'on a sur les métabolites principaux, en fait. Ceux-là, ils vont être étudiés, mais... Oui, parce qu'en fait, la création de métabolites, ça peut être infini. Ça dépend des conditions climatiques, ça dépend de la méthode. C'est pas à l'infini, mais c'est vrai que c'est pas toujours des choses qui sont très bien connues au moment où la molécule est mise sur le marché. Ok. Alors, est-ce que vous avez une idée vraiment, c'est une question que je me pose en fait. Combien de molécules vous pensez qui sont utilisées par culture, en moyenne? Est-ce qu'il y a une moyenne qui a été faite ou est-ce que ça dépend vraiment du type de culture? Alors déjà, ça dépend vraiment du type de culture. Si je prends que la France, chaque grande culture française, en fait, on a peut-être des gens qui connaissent toutes les cultures françaises et qui peuvent vous donner un chiffre par culture. Souvent, ce qu'on observe, c'est qu'on a des gens sur leur territoire qui vont un peu se spécialiser sur les cultures de leur territoire. Donc nous, ici en Gironde, on est plutôt sur de la vigne, quasiment que de la vigne, donc on connaît bien la vigne. Donc on ne va pas aller sur d'autres cultures vous dire des choses. Par contre, peut-être oui, au niveau des agronomes, on peut trouver des gens qui s'y connaissent un peu plus, qui ont une vue plus générale, plus d'ensemble de ce qui se passe sur toutes les cultures françaises. Sur la vigne, oui, on peut être à une quarantaine de jours de traitement par saison de production, et puis avec 1, 2 ou 3 molécules différentes utilisées chaque jour. Enfin, sur chacun de ces jours, en fait. Voilà. Sur cette période de traitement. Ouais, voilà. Donc les 40 jours, c'est pas en continu, ça va être les jours où il faut traiter parce que voilà, il y a de la pluie qui arrive, ou il y a des alertes mildiou, oïdium et tout ça. Ou autres d'ailleurs, d'autres ravageurs. Donc voilà, ça va énormément dépendre des conditions météo, du climat, de l'humidité, de la sécheresse qu'il y a pu avoir les mois d'avant, de l'état de la vigne au début de la saison qui va conditionner beaucoup les traitements. Mais donc dans la vigne, on est plutôt aux alentours de 3-4 molécules différentes en fait, par jour de traitement, mais après ça peut être des molécules différentes aussi sur les différents jours. Donc, ah oui, donc voilà, ça peut monter on est plutôt à une dizaine ou plus d'une dizaine de molécules différentes. Ouais. Mais en fonction des besoins, il va y avoir des fongicides, il va y avoir les insecticides, il va y avoir les désherbants, enfin voilà. Ok, parce qu'on prend souvent l'exemple des vergers de la pomme. Où il y a eu des études qui ont démontré qu'il y avait plus d'une vingtaine de molécules différentes utilisées dans la culture. Oui, je pense que on peut être autour d'une vingtaine de molécules différentes dans la plupart des cultures. Après, vraiment, culture par culture, finement, c'est difficile et je ne pourrais pas vous le dire. Mais...
Ok, donc en termes au niveau régional, en fait, l'Observatoire de la qualité de l'air en Nouvelle-Aquitaine, l'ATMO, recense l'achat des pesticides par année sur le territoire et le chiffre reste à peu près toujours le même si on regarde les dernières années. Nous sommes aux alentours de 12 000 tonnes de substances actives achetées tous les ans quand on remonte à peu près jusqu'à 2020. Oui. Est-ce que ce chiffre est élevé comparé aux autres régions ou pas nécessairement? En fait, pour se comparer entre régions, il faut comparer les régions qui ont la même activité agricole. Ça, parce que du coup, sinon, ça dit rien du territoire finalement. Finalement, s'il n'y a qu'une toute petite zone agricole, la région, elle va avoir un faible tonnage de molécules vendues, mais finalement concentrée sur cette petite zone agricole. Oui, Donc cette petite zone, elle fait comme les autres. Enfin, je donne un exemple au hasard. Hein. Elle va faire comme les autres, mais au niveau de la région, on va avoir l'impression que la région est le meilleur élève, ce qui ne veut rien dire en fait. Oui, voilà. Donc, bon, le fait est, c'est que la Nouvelle-Aquitaine, c'est une immense région maintenant. Donc je ne connais pas bien, hein, parce que bon, moi, je connais surtout l'Aquitaine et encore mieux la Gironde. Donc la Nouvelle-Aquitaine, je ne connais vraiment pas bien. Et puis du coup, c'est une région très active au niveau agricole, avec une très grosse surface du sol utilisée pour des usages agricoles, très importante. Donc voilà, donc ça, je ne connais pas les tonnages utilisés dans les autres régions, mais globalement, ça ne me surprend pas, le tonnage rapporté par Atmo. Et après, alors si on regarde un petit peu par département, les départements les plus consommateurs, donc la Gironde, sans surprise, avec 4500 tonnes. Ouais. La Charente arrive juste après, et la Charente-Maritime, qui sont à peu près à 1500, presque 2000 tonnes pour la Charente. Finalement, pourquoi les achats de pesticides se concentrent principalement dans ces départements? Alors, la Gironde, c'est la vigne, puisque c'est principalement la culture principale. Et ben, Charente-Maritime, il y a aussi de la vigne, mine de rien, parce qu'il y a quand même toute la région de Cognac, et puis il y a quand même des petits vignobles. Après, c'est beaucoup plus mixte, avec de la polyculture élevage, avec des grandes cultures, donc les céréales et tout ça. Nous, c'est vrai que c'est très, très spécifique sur la vigne en Gironde. Les tonnages, ils reprennent un peu ce qu'on a dit tout à l'heure, à savoir que les fongicides inorganiques, c'est les molécules les plus utilisées en vigne et que c'est des très gros tonnages. Voilà. Donc ça ne veut pas dire qu'on n'utilise pas d'autres molécules, mais cette énorme différence entre des régions très viticoles et des régions plus mixtes ou pas du tout viticoles, c'est lié à ces inorganiques en fait. Voilà. Inorganiques, vous pouvez revenir? Donc cuivre, soufre principalement, et donc cuivre sous forme de sulfate de cuivre pour la bouillie bordelaise par exemple, et le soufre en poudre mouillable. Oui, parce qu'il faut plus de quantité. Oui, là c'est des très très grosses quantités. Sur les inorganiques, c'est des très grosses quantités. Et là encore, qui disent pas, parce qu'il y a des très gros tonnages, on a une problématique supérieure en fait. Ce qu'il faut regarder, c'est hors inorganique, qu'est-ce qui reste et comment se situe la Gironde par rapport aux autres. Mais il faudrait mettre les inorganiques à part en fait pour pouvoir vraiment comparer la Gironde aux autres départements. Et par contre, depuis 2008, on voit qu'en Gironde, l'usage des pesticides, enfin du moins les achats de pesticides augmentent, contrairement à d'autres départements où ça a plutôt tendance à stagner ou baisser. Pour quelles raisons, selon vous? Alors là, j'en sais rien, si ce n'est les aléas climatiques. Le changement climatique, donc au niveau mondial, on sait que la vigne va de plus en plus souffrir dans les régions où elle est actuellement produite et que finalement les cultures de vigne vont remonter vers le nord. Donc on commence à voir des vignobles en Bretagne, en Écosse, etc. Donc voilà, donc les régions historiquement productrices de vigne vont devenir de plus en plus compliquées pour cette liane tropicale qui a besoin d'un climat particulier et qui aujourd'hui est en difficulté avec les épisodes de canicule, sécheresse, pluies diluviennes, gel tardif, etc., etc. Ouais, ces conditions en fait favorisent certaines maladies. Et elle la fragilise énormément et du coup, ça devient de plus en plus compliqué. Et moi, pas agronome et je ne suis pas viticultrice, donc je ne suis pas la meilleure placée pour en parler, mais voilà, quand on en parle avec des viticulteurs, ils sont conscients que ça devient vraiment compliqué, notamment des viticulteurs en bio qui sont conscients qu'il y a une limite à ce qu'on peut faire avec la vigne.
Oui, oui. Et alors, est-ce que justement ça, c'est ce qui confirme le fait que les nouvelles molécules qui sortent sur le marché, souvent on dit toujours qu'elles sont plus toxiques parce qu'elles doivent lutter aussi contre ces phénomènes de résistance des champignons, des bactéries, par exemple, contre lesquelles ils sont censés lutter ou... Alors, c'est pas qu'elles sont plus toxiques, hein, parce que vous avez, par exemple, le DDT, qui est une molécule qui a été utilisée pendant très longtemps comme insecticide. Il y a énormément de résistance au DDT, il est toujours considéré comme problématique et toxique. Donc, c'est l'agent orange, ça, c'est celui qu'on le utilisait DDT, pendant la guerre du Vietnam? Non. C'est pas celui-là? Non, l'agent orange, c'était le 2,4-D. Ok. Ouais, c'était un désherbant. Et le DDT, c'est un insecticide qui a été beaucoup utilisé pour lutter contre le paludisme, pour nettoyer des zones où il y avait, qui étaient infestées, impaludées, comme on disait à l'époque, qui a été beaucoup utilisé contre le paludisme, mais pas que, et qui est très rémanent, donc on trouve encore partout aujourd'hui. Donc on ne peut pas lier résistance et toxicité. Par contre, ce qui est sûr, c'est quand on a des ravageurs qui deviennent résistants aux molécules existantes, on va aller chercher d'autres molécules qui agissent sur d'autres cibles qu'on n'a pas encore utilisées et qui vont essayer de déjouer les résistances. Mais voilà, c'est vraiment une stratégie, c'est un peu comme pour les antibiotiques. Hein. Quand on a des bactéries qui deviennent résistantes aux antibiotiques, on essaye de développer de nouveaux antibiotiques qui vont aller attaquer les bactéries sur une autre cible, un autre récepteur, un autre processus de synthèse à l'intérieur de la cellule bactérienne, enfin bref, quelque chose qui n'a pas été encore utilisé en thérapeutique. Et là, pour les pesticides, ça va être pareil, on va aller chercher à déjouer les résistances. C'est pas parce qu'on cherche à déjouer les résistances qu'on va être forcément plus toxique. Toxique s'entend pour qui? Évidemment, oui. Plus toxique pour le ravageur, oui, parce que c'est le but. Mais ça dit rien sur la problématique que ça va poser dans l'environnement ou pour les organismes non cibles, comme l'homme et comme les autres animaux, par exemple. Ça, j'ai envie de dire, on peut avoir des vieilles molécules avec plein de résistances qui sont très toxiques, et des nouvelles molécules qui essayent de déjouer des résistances existantes et qui sont toxiques ni plus ni moins que les autres en fait. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a tellement de substances chimiques différentes utilisées comme pesticides qu'on ne peut jamais généraliser en fait. On peut, alors par famille chimique oui, mais si on trouve qu'une famille chimique est cancérigène, des fois parfois c'est même que certaines substances de cette famille chimique qui sont cancérigènes, ça ne dit rien sur les autres familles chimiques et leur pouvoir de nuisance ou en tout cas d'augmenter le risque de cancer, etc. Donc on est à chaque fois limité par mais de quelle famille chimique on parle en fait, voilà. Mais toute la pesticides au sens large ne veulent pas dire grand-chose. Ouais. Et c'est toute la complexité du sujet aussi. Ça crée des effets cocktails avec des quantités infinitésimales retrouvées de tel ou tel pesticide, mais vu qu'il y en a beaucoup qui sont utilisés... Plus les métabolites potentiellement, plus les interactions entre substances qui ne sont pas forcément identifiées au départ, etc. Et alors l'ATMO a analysé aussi la présence dans l'air de 37 molécules sur 109 recherchés, sur 5 sites. Donc ils ont fait vraiment une étude centrée sur Bordeaux, Poitiers, Sainte-Marie-de-Ré. En fait, comment se retrouvent ces molécules dans l'air que l'on respire, parfois à des kilomètres de l'endroit où elles ont été utilisées, épandues? En fait, c'est les mouvements d'air, les mouvements de masse d'air au niveau atmosphérique qui font qu'effectivement, des fois, on retrouve des molécules très très loin de là où elles ont été épandues. C'est pas nouveau puisque justement le fameux DDT dont on parlait, on le retrouve dans des carottes glaciaires qu'on peut faire au pôle, dans la graisse des ours polaires qui n'ont jamais été mis en contact directement, volontairement avec ces substances. Donc c'est pas nouveau, on sait qu'il y a ces transports à de très longues distances de molécules, pas que de pesticides d'ailleurs, mais voilà. Donc ça c'est lié au fait que c'est répandu dans l'environnement et pas dans une pièce, dans un lieu clos, quoi. Ouais. Et donc c'est quelque chose qu'on maîtrise très peu finalement. Et oui, on parlait notamment de l'acétamipride qu'on avait retrouvé dans des pluies au-dessus de Tokyo. En fait, on peut les retrouver n'importe où, quoi. Oui. En fait, dans les logements, par exemple en ville, en plein centre-ville, vous allez trouver des désherbants.
les gens de centre-ville urbain, ils n'utilisent pas, eux, de désherbants. Oui. Donc, c'est interdit voilà. de toute manière depuis... Alors maintenant, c'est interdit. Je parlais d'études un peu plus anciennes, avant l'interdiction pour les villes. Aujourd'hui, on pourrait retrouver qui serait lié à des usages plus agricoles ou des usages encore autorisés, effectivement. Le fait qu'on tende vers le zéro phyto dans les collectivités locales et territoriales, donc les villes et les villages, c'est plutôt une bonne chose en termes de réduction des expositions de la population, c'est sûr. Mais ça n'empêche pas qu'on puisse effectivement être exposé via les autres usages. Et parfois à des grandes distances. Mais oui, ça fait... alors Atmo, c'était pas Atmo à l'époque, c'était ERAC, parce que c'était Air en Aquitaine. ERAC faisait des mesures dans le centre de Bordeaux et retrouvait des fongicides utilisés en vigne dans le centre de Bordeaux. Ah oui. Après, les vignes ne sont jamais très très loin en Aquitaine aussi, enfin en Gironde. Oui. Hein. C'est difficile. Même quand on est au centre de Bordeaux, on n'est pas très très loin, puisqu'ici on en a. Ah oui. Voilà, donc. Voilà, toutes les villes limitrophes de Bordeaux, enfin quasiment, en tout cas toute la partie sud ont des vignobles. Ouais. Partie sud et nord-ouest, ouais. Et est-ce qu'il y a d'autres formes de dispersion de ces pesticides utilisés dans les champs? Est-ce qu'on parle de la dérive via l'air, les mouvements d'air, mais est-ce qu'on parle aussi par exemple d'érosion dans les sols, via les pluies? En fait, quelles sont les formes de dispersion? En fait, c'est ça, c'est qu'au moment où le pesticide est épandu, il y a déjà une dérive. Donc la dérive, c'est ce qui n'atteint pas la plante. Donc c'est tout ce qui va ailleurs que dans la plante. Donc sur le sol, en périphérie de la parcelle, dans les eaux, les fossés, etc. Si c'est le cas. Donc déjà, c'est tout ce qui ne va pas atteindre la plante au moment où c'est épandu. Et puis après, vous avez l'érosion des sols, qui fait que ça va ramener soit sous forme de particules dans l'air, soit être lessivé au moment des pluies. Et donc avec les pesticides qui étaient présents sur ces particules de sol, qui vont se retrouver soit dans l'air, soit dans les eaux de lessivage de la parcelle. Et puis vous avez après tout ce qui va percoler dans le sol, ne pas être dégradé par les micro-organismes du sol et se retrouver potentiellement dans les eaux souterraines. Et puis après vous avez ce qu'on appelle la volatilisation. Donc la substance est déposée et puis en fait elle s'évapore sous l'action des rayonnements solaires, de la température, etc. Et elle s'évapore et elle se retrouve dans les masses d'air. Voilà. Donc, tous ces événements surviennent soit conjointement, soit simultanément, soit les uns après les autres. Enfin bref, tout le long de la vie du pesticide, il peut y avoir remise en suspension, revolatilisation, c'est-à-dire après déposition, ça repart dans l'air, etc. Et c'est comme ça, du coup, qu'on retrouve des molécules dans les sols, nuages. Dans l'eau, dans les nuages à de grandes distances, etc. Oui, ok, d'accord. En fait, il y a beaucoup de substances pesticides qui sont ce qu'on appelle des semi-volatiles. C'est-à-dire que ce n'est pas très volatile. Là, nous, l'air qu'on respire, c'est du dioxygène. Il y a un peu de CO2, évidemment, de dioxyde de carbone, de l'azote, etc. C'est complètement gazeux. On respire vraiment des substances qui sont à l'état gazeux. Les pesticides sont rarement que à l'état gazeux. Il y a toujours une phase un peu particulière. C'est cette phase particulière qui va avoir tendance à se déposer, mais c'est aussi cette phase particulière qu'on peut retrouver dans l'eau de pluie, dans les nuages, et qui peut être transportée à de grandes distances. Voilà. Et en termes d'exposition des populations, donc là, si je reprends l'étude Pestirive, commandée par Santé publique France et l'ANSES, cette étude confirme l'exposition accrue des riverains situés à moins de 500 mètres des zones viticoles. Donc là, on parle plutôt vraiment des zones des zones proches des zones de culture. Est-ce que vous pouvez revenir sur ce que dit cette étude? Car plusieurs sites ont été étudiés en Gironde et même d'ailleurs un peu partout en France. La Gironde est particulièrement visée, mais il n'y a pas eu que des sites girondins dans l'étude. Ah oui, alors Pestirive, donc du coup, c'était suite à des réunions pendant, on va dire, un peu plus d'un an pour déterminer un peu le protocole. La commande des ministères, c'était de faire une étude pour mieux comprendre l'exposition des riverains en France. Et puis, il a été décidé dans un premier temps de se concentrer sur la vigne pour plusieurs raisons.
Déjà parce qu'il y avait eu des alertes en milieu viticole avec des clusters de cas de cancer pédiatrique. Et aussi parce que la vigne est une culture extrêmement intriquée avec l'habitat. Donc on savait qu'on allait trouver des riverains. Quand les équipes de Santé publique France et de l'ANSES ont commencé à regarder un peu sur les autres types de cultures, on était sur des contextes très différents, avec des grandes cultures par exemple où vous n'avez pas un riverain des kilomètres à la ronde. Donc du coup, pour plusieurs raisons, on a décidé de commencer par la vigne. Mais l'idée au départ, c'était vraiment d'aller sur tout type de culture. En tout cas, d'aller sur plusieurs types de cultures. Et nous, l'idée qu'on avait, c'était d'étudier l'exposition des riverains en milieu viticole, l'exposition des riverains auprès d'une grande culture, à choisir parmi les céréales très cultivées en France, et aussi en milieu, en arboriculture, donc principalement la pomme en France. Enfin, voilà, il y a aussi beaucoup de traitements qui sont faits sur la pomme. Donc ça nous intéressait aussi. Toujours est-il que pour l'instant, Pestirive, c'était que en milieu viticole. On va dire que c'était le premier pas fait sur cette thématique des riverains qui est beaucoup plus large. Effectivement, donc du coup, c'était France entière. L'idée, c'était d'avoir tous les territoires viticoles enfin, pas tous les territoires viticoles de France, mais les grands territoires viticoles français. Donc on en avait 6 principalement, dont évidemment le vignoble girondin. Et alors la différence, c'est là où résident les gens qui ont participé à l'étude. Donc effectivement, en Gironde, c'est un petit peu partout, à partir du moment où on considérait que leur lieu de résidence était très, très entouré de vignes. Donc là, il y a des gens qui ont pu répondre Mérignac, à Pessac, à Talence, à Villeneuve-d'Ornon, enfin toutes les villes où il y a pas mal de vignes. Et puis les zones où Atmo a fait des mesures fixes de contamination de l'air ambiant. Et là, Atmo, avec les moyens dont il dispose et puis la logistique qu'il faut pour faire ces prélèvements, a choisi d'aller dans 3 zones viticoles en Gironde et 2 ou 3 zones témoins, je ne m'en rappelle plus. Donc des zones toujours en Gironde, qui ressemblent aux zones étudiées pour l'exposition aux pesticides, mais qui sont hors toute exploitation viticole. Donc il y avait, je crois notamment, c'était près du bassin d'Arcachon, au Dange, il me semble. Et le Verdon sur Et le Verdon, voilà, donc c'était 2. Et donc le Verdon et Audange qui sont loin de toute exploitation viticole. Donc voilà, qui étaient des sites témoins, mais on va dire pour la pollution atmosphérique. Après, les habitants, ils pouvaient être loin de ces sites témoins. Enfin, c'était pas réservé à ces sites-là, en fait. C'était pour comparer zones viticoles et zones plutôt impactées par la pollution atmosphérique ? Ou épargnées. En tout cas, épargnées par des activités agricoles, loin de toute activité agricole. Après, au niveau de la pollution atmosphérique, non, c'était... Enfin, selon les sites, c'est très, très variable, quoi. C'était pas le premier critère. Le critère était... Enfin, pollution atmosphérique liée au trafic. À chaque fois, quand je dis pollution atmosphérique, c'est lié au trafic. Donc là, on n'est vraiment pas là-dessus. On était vraiment sur zone viticole. Donc ça, c'est les zones, on va dire, exposées. Et des sites témoins en dehors de tout usage agricole, viticole ou autre, quoi. Oui, d'accord. Voilà, des zones vraiment où il n'y a pas d'agriculture ou très, très peu. D'accord. Et donc, suite à ces prélèvements, qu'est-ce qui a été constaté alors, il y a donc les prélèvements d'Atmo qui sont faits sur ces zones témoins et ces zones en milieu viticole. Et puis après, il y a tous les autres prélèvements qui sont faits chez des habitants, soit en milieu viticole, donc ils sont considérés comme riverains parce qu'ils habitent à moins de 500 mètres de vignes. Et les non-riverains, on a pris des gens qui vivent à plus de 1000 mètres de toute activité agricole. Voilà, donc on a essayé vraiment d'avoir des riverains exempts. En théorie, a priori, le plus exempt de contamination par les usages agricoles. Voilà. Donc c'est très varié en fait parce que Atmo a fait donc des prélèvements dans l'air. Et puis chez les personnes participant à l'étude, il y a eu des prélèvements d'air intérieur aux maisons, de poussière, et puis des prélèvements d'urine et de cheveux. Voilà. Donc en fait, selon le milieu dans lequel on a mesuré les pesticides, on trouve des choses très différentes. Et ce qui complique aussi, c'est que ce n'est pas forcément toujours les mêmes pesticides qu'on a mesurés dans les différents milieux. Parce que
On a des pesticides qui sont très susceptibles de se retrouver dans l'air, qui ne sont pas les mêmes que ceux qu'on s'attend à retrouver dans les poussières, qui ne sont pas forcément les mêmes que ceux qu'on s'attend à retrouver dans les cheveux, dans les urines, etc. Et qu'est-ce qui a été retrouvé après sur ces prélèvements globalement Alors, globalement, pour ne pas aller sur des molécules, parce qu'en plus je ne m'en rappellerai pas, donc ce serait compliqué, mais on peut trouver les informations dans les rapports détaillés qu'ont publiés les agences. Et ils sont vraiment très détaillés pour le coup. Globalement, en fait, on retrouve... Alors, il y a effectivement une réaction première qui va être de dire oui, on s'en doutait un peu. Enfin, on s'en doutait, sauf que cette étude, elle visait à objectiver des choses. C'est-à-dire que jusqu'à présent, personne n'était capable de dire qui est riverain, qui n'est pas riverain. Donc déjà, aujourd'hui, on a une bonne idée En tout cas, on a des éléments qui nous permettent de dire oui, quand vous êtes dans ce type d'environnement, oui, on peut vous considérer comme riverain. Un riverain, est-ce qu'il vit à 100 mètres, est-ce qu'il vit à 200 mètres, est-ce qu'il vit à 500 mètres, est-ce qu'à 1000 mètres, on peut considérer qu'il est toujours riverain, etc. Tout ça, c'était des choses qui méritaient d'être précisées, puisque quand on dit « j'habite près des vignes », souvent les gens, quand ils disent « j'habite près des vignes », c'est parce qu'ils voient la vigne au bout de leur jardin. Mais est-ce qu'on s'arrête là ? Ou est-ce qu'on va plus loin ? Est-ce que celui qui est à l'autre bout de la rue, qui ne voit pas les vignes de chez lui, il est aussi considéré comme riverain ? Enfin, ça, c'était quand même des vraies questions. C'est des vraies questions quand on va s'intéresser aussi aux effets sur la santé, de définir le groupe exposé et le groupe non exposé correctement. Si en fait, dans le groupe des non exposés, vous avez des gens qui en fait sont exposés parce que finalement, en fait, vu là où ils habitent, si, il y a de la dérive, comme on a vu, il y a des transferts de substances, et donc en fait, si, il s'avère qu'ils sont exposés, et que dans votre groupe d'exposés, vous avez des gens qui habitent tout près d'une vigne, mais finalement, dans cette vigne, je dis caricature, on ne pulvérise pas parce que c'est une vigne en bio, par exemple, et qu'il n'y a rien d'autre, et qu'il n'y a que cette toute petite parcelle, mais comme ils sont collés, ils sont riverains, mais finalement, ils sont bien moins exposés que quelqu'un qui est plus loin, mais qui a beaucoup plus de vignes autour de lui. Enfin bref, il y avait quand même toutes ces questions-là qui étaient sur lesquelles on avait très peu de données. Et puis, une fois qu'on a réussi à s'entendre sur, on va considérer qu'un riverain, c'est ceux qui sont là à moins de 500 mètres, qui ont une certaine densité de vignes autour de chez eux, etc., c'est de dire, ok, mais alors, est-ce qu'ils sont vraiment plus exposés, donc en termes de quantité ? Si oui, est-ce que c'est toute l'année ? Est-ce qu'on voit des différences entre période d'épandage, hors période d'épandage ? Encore une fois, ça semble évident, on se dit, oui, en période d'épandage, il y en aura plus, oui, d'accord, mais hors période d'épandage, est-ce qu'ils se retrouvent au même niveau que les témoins, ou est-ce qu'ils sont quand même plus exposés que les témoins en hiver, la période où on n'épand pas, ou pas beaucoup. D'où cette période, parce qu'il y a cette rémanence des pesticides. Voilà, donc essayer de quantifier ça aussi, cette fameuse surexposition, même en dehors de la période d'épandage. Cette surexposition en période d'épandage, on va l'objectiver, on va la mesurer. Et puis quoi, en fait. Donc au niveau qualitatif, on avait aussi des questionnements sur... par rapport aux molécules qui sont susceptibles d'être utilisées en vigne, qui sont autorisées pour des usages en vigne, finalement, qu'est-ce qu'on retrouve ? Lesquelles sont a priori les plus problématiques a priori aussi, parce que c'est pas parce qu'on les retrouve beaucoup qu'elles sont forcément problématiques, mais voilà, une molécule qu'on va jamais retrouver, finalement, on se dit ok, elle est peut-être utilisée, mais celle-là, elle ne pose pas trop de problèmes pour les riverains. Une molécule peut-être moins utilisée, mais qui va se retrouver beaucoup plus fréquemment dans les prélèvements, on va se dire, celle-là, il faut aller plus loin, quoi. Il y avait quand même toutes ces questions-là qui méritaient des réponses. Aussi, pour faire le lien avec les données qu'on a à côté de ça sur des études épidémiologiques, sur des augmentations de risques qu'on peut voir parfois en lien avec le lieu où vivent les gens, en fait. Parce que c'est ça qu'on a comme données aujourd'hui. On n'a pas des données extrêmement fines. On a le fait que les gens vivent à côté d'une exploitation agricole, au moment du diagnostic de la maladie, au moment de la naissance. Enfin voilà, on a des données comme ça, mais qui ne sont pas très fines et qui ne nous donnent pas des résultats extrêmement concluants, quoi. Voilà. Bon, l'étude quand même a confirmé finalement que effectivement les riverains étaient exposés à ces molécules. Oui, donc on a vraiment vu que les riverains d'exploitation viticole en France, quelle que soit la région, étaient systématiquement plus exposés. Donc, c'est-à-dire déjà dans les prélèvements d'air d'Atmo, il y avait effectivement plus de molécules différentes mesurées et à des niveaux plus importants. Donc en période d'épandage versus hors période d'épandage. Et puis
en zone viticole versus les zones témoins. Chez les gens, on avait quasiment systématiquement aussi des niveaux de métabolites urinaires, des niveaux de pesticides dans les cheveux, et puis beaucoup dans les poussières, des niveaux potentiellement très élevés dans les poussières. Encore une fois, quand je dis très élevés, c'est par rapport à ce qu'on a l'habitude de mesurer dans l'air pour les pesticides, qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, sont des substances semi-volatiles, donc on n'est pas très étonné de les retrouver dans les poussières. Quand on trouve des quantités impressionnantes dans les poussières, c'est impressionnant par rapport à ce qu'on a l'habitude de mesurer dans l'air. Ça ne dit rien de l'impact sur la santé des habitants, sachant que, bon, voilà, c'est pareil, les poussières, ce n'est pas un aliment, donc ce n'est pas quelque chose sur lequel on peut tout de suite dire « il y a ça dans les poussières, donc les gens sont exposés à ça au niveau de leur organisme ». Par contre, c'est effectivement une indication hyper intéressante des molécules qui vont le plus se retrouver dans l'environnement intérieur. Les poussières, c'est aussi quelque chose qui peut conduire à une remise en suspension. Voilà, donc une recontamination des personnes et des surfaces. Y a toujours ce comportement main-bouche, notamment des enfants, qui fait qu'ils peuvent se contaminer via les poussières. Tout un chacun, on ingère des poussières, hein, tous les jours, on ingère un petit peu de poussière. Donc voilà, donc c'est pas un vecteur d'exposition inintéressant. Enfin, il faut vraiment en tenir compte. Et par contre, c'est un réservoir, donc ça, effectivement, on sait que ce qu'on va mesurer quand on va rechercher des substances dans les poussières, ce qu'on va retrouver, c'est que, effectivement, elles sont là, elles sont dans l'environnement, elles ont été épandues à un moment. Donc c'est souvent un milieu très intéressant à étudier pour les pesticides, pas simple pour en transposer ce qu'on trouve dans les poussières, à dire, voilà, les gens vont être exposés à ci, ça. Si, ils vont y être exposés, mais quelles conséquences ça va avoir pour eux, c'est plus compliqué. Et mais ça explique aussi l'exposition accrue des enfants qui, justement, en plus, vont toucher un petit peu... Oui, ça vient, en fait, c'est cette connaissance du comportement exploratoire des enfants, du comportement main-bouche, objet-bouche, etc. L'enfant, il découvre son environnement en mettant tout ce qui est possible à la bouche, etc. Il est à quatre pattes, il crapahute, de tout jeune enfant. Et puis même quand il marche, il est quand même beaucoup plus près du sol et il se met beaucoup plus souvent au sol que les adultes. Donc oui, toutes ces problématiques-là, elles ont été étudiées depuis très longtemps, et notamment avec des chercheurs qui étudiaient le saturnisme et l'exposition au plomb au départ. Et de ces travaux-là, on a dérivé la même chose pour les pesticides et pour tout un tas d'autres substances chimiques, les phtalates, tout ça. Donc oui, c'est une vraie préoccupation de protéger les populations les plus vulnérables, donc les enfants.